Bonjour Otep à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on a un auteur vraiment remarquable qu'il va falloir découvrir très rapidement. C'est Edgar Captué. Comment tu vas, Edgar? Très bien, très bien, très bien. Comme un mercredi soir. Comme un bon mercredi soir. Voilà, au milieu de la semaine. Yes, exactement, le milieu de la semaine et ça va finir en beauté, j'en suis sûr. Alors, juste à côté, il a le sourire, c'est Aton, notre roi du soleil. Comment tu vas, Aton? Hôtel Bateuse pour notre prière du jour. Et puis, moi, je donne toujours de la force. Donc, bienvenue à notre invité, qui va être, je l'espère, vous impressionner par son éloquence, parce que moi, il m'impressionne tout le temps. Dès qu'il parle, on écoute. Bien sûr, Thomas du jour, donc je vous le salue bien bas. Mais j'ai oublié, il y a Chepsout. Il y a Chepsout qui est juste en bas, que je salue bien de mon chapeau bas. Et puis, bien sûr, Daniel, qui est notre lumière intellectuelle du moment. Et également, tu les as présentés. Donc, il y a notre invité mystère Hachensout et Daniel. Comment vous allez? Ben, moi, ça va très bien. Merci à l'auteur du soir pour présenter son livre avec un titre assez énigmatique. Super. Et juste à côté, Hachensout, comment tu vas, Hachensout? Est-ce que tu es en forme? Oui, je vais très bien. Merci Thomas, merci à Aton d'avoir répondu présent et à Daniel, puisque effectivement, lorsque Aton nous a parlé de Edgar Captué, j'ai pris contact avec lui. Je me suis procuré son ouvrage, je l'ai lu et je pense que un seul enregistrement n'est pas suffisant. On a peut-être après le premier enregistrement qui va avoir lieu tout à l'heure, qui va avoir lieu dans quelques instants. On pourrait peut-être envisager la suite, mais ça serait peut-être pas forcément nous. On aura peut-être d'autres invités qui sont plus égyptologie, etc. Sachant que voilà, on connaît quelques personnes qui seraient intéressées de confronter son approche. On va s'attarder sur notre invité et on va aussi débattre sur ce qui se passe dans les actualités parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la planète. Mais juste avant, je voulais que Edgar, tu te présentes à nos abonnés. Brièvement, je suis né au Cameroun, je suis originaire du Cameroun, la région dite Bamileke. Okay. Je suis arrivé en France dans mon enfance. J'ai fait la bonne partie de ma scolarité ici en France. Parcours scientifique, école d'ingénieur, parcours classique. Et sinon, aujourd'hui, je travaille en tant que consultant en cybersécurité. Donc, j'accompagne les entreprises dans la protection de leurs données et dans la capacité à réagir face aux incidents de sécurité. Donc, voilà, principalement. C'est un secteur très porteur en plus. Oui. On ne se plaint pas, beaucoup de charges de travail, mais bon, il y a des avantages. Comment s'en est venu ce goût de l'écriture, en fait? C'est une passion que tu as ou c'est vraiment un sujet qui te prenait vraiment à cœur? Comment t'en es venu Non, pas vraiment, parce que à l'école, je rechignais à rédiger des dissertations. Voilà, quand il y a plus de deux pages, je trouvais pas l'intérêt de poursuivre. Et donc, j'ai rien indiqué que je pouvais avoir un sens ou un intérêt pour l'écriture, au moins une plume. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'était quand même lors du séisme à Haïti, parce que j'avais eu une petite fulgurance d'écrire un article, parce que j'avais été très touché, mais je connaissais pas particulièrement l'histoire d'Haïti à cette époque-là, mais dans l'actualité, quelque chose m'avait pas mal ému. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, j'avais quand même finalement des choses à dire, que je peux retranscrire en tout cas, parce que parler, c'est souvent plus facile qu'écrire. Mais donc, en fait, comment j'en suis arrivé à cet ouvrage, c'est simplement via Facebook, en fait. Parce que Facebook, il y avait beaucoup de groupes à l'époque où, lorsqu'on parlait, par exemple, des Kamites naissants, avec certaines personnes de Fabrice Photo, que vous pouvez connaître, Dibon Baribok, etc. Donc, il y avait souvent des grands débats sur les thèses. Voilà. Il y avait des débats sur différents sujets de sociétaux et différents sujets historiques. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte en participant à ces échanges que j'avais cette capacité à structurer des idées et que j'avais une thèse aussi qui pouvait être intéressante. Et c'est là où je me suis lancé dans l'écriture. Super. Voilà. Et alors, juste pour revenir, quand tu as parlé d'Haïti, c'était quoi en fait qui t'a profondément. Le séisme. Ouais, le séisme, mais c'est-à-dire que. On s'en souvient, en plus, c'était un 12 janvier, je crois. Oui, alors la date, je ne l'ai plus exactement, mais il y avait le séisme.
Il y avait de un le séisme et donc la misère affichée, et puis la vulnérabilité. Et puis ensuite, en face, quand même, le mépris hypocrite. C'est-à-dire cette aide, on avait l'impression un peu des vautours qui se réjouissaient de la fête. Alors oui, il fallait aider les populations, mais c'était toujours, je vivais ça moi comme une forme de moquerie, parce que au final, c'est le même pays qui s'organisait pour venir en aide à Haïti. Il connaissait très bien l'histoire d'Haïti, il l'avait fabriqué, structuré, et que si Haïti, quelque part, se retrouvait incapable de réagir à un séisme d'un point de vue structurel, ça n'en restait pas moins parce qu'il y avait une action politique qui avait amené à désorganiser le pays de façon systématique. Ah, c'est pas mal ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en première lecture, on se disait oh, c'est magnifique la solidarité des autres pays qui viennent aider Haïti. Mais toi, tu avais la réflexion de dire oui, mais si Haïti est dans cette situation, c'est parce que la plupart des pays ont créé cette instabilité-là, c'est ceux qui viennent les aider. Ah oui, justement. On allume le feu et puis ensuite, plus tard, on vient prendre les cendres et on est félicité parce qu'on fait un arbre avec les cendres. Mais au final, c'est nous qui étions au départ du feu. Enfin, il y avait ce côté pervers que je ressentais et qui mettait pas mal d'émotions, suscitait pas mal d'émotions en moi. Voilà. Surtout les Américains et la France, parce qu'elles étaient en première ligne, Américains, France, Royaume-Uni, parce que les Américains jusqu'à... Canada aussi, faut pas les oublier. Oui, mais tout ça sont des colonies de l'Europe au final, donc ça reste des extensions de France, Espagne et Royaume-Uni, et on connaît leur histoire aux Amériques, et donc faire preuve d'émotion subite pour une zone qui n'a pas intéressé grand monde, si ce n'est pour la production et les coups de fouet, ça reste quand même assez surprenant. Donc voilà, c'était tout ce package-là qui m'a... Mais t'aurais voulu quoi, toi, à la place? J'aurais voulu quoi? Ah ben non, c'est qu'on ne s'arrête pas là. C'est qu'on ne s'arrête pas là, qu'on puisse, c'est-à-dire à un moment, si on veut aider Haïti, ok, il faut une aide. C'est pour ça que je dis que l'aide financière, de toute façon, c'est le même problème avec l'aide financière, c'est à qui est-ce qu'elle est distribuée. Parce que si on distribue une aide financière à des personnes qui sont corrompues, on se retrouve avec le serpent qui se mord la queue, parce que cet argent ne redescendra pas et ne sera pas visible au niveau d'infrastructure. Et c'est ça où je parle de système, de corruption, de destruction systémique. C'est qu'au final, c'est comme un peu les aides qu'on donne à certains pays d'Afrique, dont on sait que les gouvernements vont les mettre dans les poches. Donc, au final, déjà, il y a cette hypocrisie à ce niveau-là. Ensuite, la deuxième hypocrisie, c'est qu'à un moment, c'est de ne pas avoir au moins des intellectuels ou des penseurs qui peuvent dire à une population, OK, on aide Haïti, mais revoyons l'histoire d'Haïti en profondeur, revoyons l'implication, et que des chaînes comme Arte, qui sont spécialistes pour faire des documentaires sur toutes les actualités du monde, devraient pouvoir avoir des documentaires qui vont viser à expliquer la genèse d'Haïti, comment on en arrive à être un des pays les plus pauvres au monde. C'est pas une malchance, c'est pas parce que le soleil brille trop fort là-bas. Il y a des décisions politiques, il y a une histoire, et que si tout ça ne s'agence pas, si tout ça n'est pas fait, comment est-ce qu'on fait pour changer la situation? Parce qu'au demeurant, c'est ce qui compte pour un pays. Je veux dire, tous les pays subissent des catastrophes, même les humains, on a des crises, des ruptures, etc. Mais l'important, c'est comment on se relève. Et que si, dans le cas d'Haïti, aujourd'hui, on voit très bien ce qu'il en est d'Haïti. On voit très bien. Et si on se pose la question de savoir que sont devenues ces fameuses aides, ces fameux millions qui ont été distribués, je ne suis pas sûr qu'on aurait une réponse très claire et qu'on sera très surpris de savoir que certains ont détourné cet argent pour leur usage personnel. Donc voilà, c'est pas juste, il y a le feu, oui, il faut éteindre le feu, ça c'est important, on est tous d'accord là-dessus. Mais quand on pense en termes d'État et surtout sur le long terme historique, on réfléchit surtout à comment on fait pour comprendre les racines de ce problème, et ensuite comment on fait pour que demain, ce même pays puisse ne plus avoir besoin d'une assistance aussi incroyable, on va dire, d'un point de vue médiatique, pour absorber ses propres catastrophes. En tout cas, les absorber avec dignité. Quand tu parles de racines, on va reparler d'Haïti dans quelques instants, mais juste là, tu me donnes un peu la passerelle. Quand tu parles de racines, ça revient sur ton ouvrage qui s'appelle Les ancêtres cybernétiques. Et je voulais que tu nous expliques un peu cet ouvrage, de quoi il en est, et surtout ce titre en fait qui porte beaucoup de questionnements. On se demande qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce titre. Donc, est-ce que tu pourrais nous le présenter un peu, ton ouvrage? Oui.
Alors, tout d'abord, les ancêtres, je pense que vous le comprenez, les ancêtres, c'est une référence, bon, on va dire peut-être un peu poétique, mais c'est une référence aux aïeux illustres, parce que dans le livre, je marque une distinction entre les ascendants et ce qu'on appelle un ancêtre d'un point de vue traditionnel. Donc ici, quand tu mets les ancêtres, tu mets les pharaons sur la couverture. Oui, précisément, Ramsès II. Oui. D'ailleurs, c'est Ramsès II, hein. C'est Ramsès II qui est sur la couverture. C'est bien ça, mais pas uniquement les pharaons, hein. C'est pas uniquement les pharaons, c'est vraiment les ancêtres d'un point de vue traditionnel, c'est-à-dire des héros locaux qui ont structuré des sociétés, qui ont fondé des cercles d'initiation, qui ont contribué à l'épanouissement des populations. C'est ça que je mets dans le mot ancêtre. Et cybernétique, en fait, c'est un oxymore, parce que quand on dit ancêtre, on pense justement au passé, et le passé, c'est un peu l'antithèse de la modernité d'aujourd'hui, et surtout cette modernité qui se construit autour de l'information. Donc moi, je suis en cybersécurité, toute la gestion de l'information et la sauvegarde de l'information, sont des paramètres essentiels. Et en fait, les ancêtres cybernétiques, pour préciser juste, c'était une discipline qui est apparue après la Seconde Guerre mondiale, ou disons pendant la Seconde Guerre mondiale, qui visait à réfléchir au traitement de l'information. C'est-à-dire comment une information est reçue par un système, quelle modification une information peut apporter à un système, et quelle réaction donc le système va produire en fonction de l'information qu'il avait reçue en entrée. Donc ça, c'est très important dans toutes les sciences de l'automatisation, les sciences de l'ordinateur, parce qu'à l'époque, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il fallait créer des ordinateurs qui étaient capables de programmation, et également de générer des comportements différents en fonction des données qu'ils avaient en entrée. Et au final, la cybernétique s'étend à tous les processus humains, que ce soit les processus de cognition ou les processus tout simplement de traitement de l'information humain. C'est-à-dire quand vous recevez une information, qu'est-ce qui se passe chez vous d'un point de vue physiologique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychique, et quelle est la réaction que vous produisez. Et donc, en fait, les ancêtres cybernétiques, ce titre, c'est finalement de dire que ce qu'on croit voir comme étant une modernité, c'est-à-dire ce monde connecté, la 5G, 3G, 4G, la DSL, la fibre optique, ces différents serveurs qui communiquent les uns avec les autres, où transitent énormément de données, en fait, les ancêtres avaient déjà leur univers cybernétique. Ils avaient déjà leur univers de gestion de l'information, de gestion de la donnée, de transfert de la donnée, et que simplement, nous ne comprenons plus ce mode de gestion de la donnée. On n'est plus capable de lire son mode voilà, on n'est plus capable de lire. Quand tu dis ça, ça m'interpelle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils avaient pas Internet, mais c'était quoi alors c'est leur façon de gérer les données, leur façon de se transmettre les données à cette époque-là, c'était quoi? Typiquement, un exemple assez simple, ça va être le rapport aux arbres. Donc, si on s'intéresse un peu aux témoignages qui ont été faits par notamment les missionnaires, les hommes d'église ou les conquérants, il y a toujours un point commun, et c'est ce qui a donné naissance au terme animisme. C'était qu'il était capable d'interagir pour ces populations avec un arbre ou avec un serpent, avec un écureuil. Et que, en fait, dans cette communication, on est déjà en train d'être dans un monde connecté. C'est-à-dire, du point de vue de ce subsaharien, là je dis subsaharien pour l'Afrique en particulier, mais de cette personne d'un temps ancien, il existe déjà pour lui des sources d'informations diverses avec lesquelles il va entretenir une relation intime, le totémisme, ou alors une relation qui va se fonder plus sur des pactes temporaires ou des pactes de lignée qui sont en fait des réservoirs aussi bien d'un point de vue de l'énergie, mais comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue de l'information. Et qu'en fait, il est déjà, quand on regarde un initié, ce qu'on appelle en tout cas initié aujourd'hui d'un point de vue symbolique, c'est déjà une personne qui est à la recherche d'une connexion sur plusieurs plans. Et en ce sens, il n'est pas très différent de nous qui utilisons un téléphone avec une 3G pour appeler nos amis, pour répondre à nos emails, etc. C'est ça l'idée. C'est qu'il disposait déjà de ces sources d'information, de ces méthodes de connexion et d'une méthodologie de traitement de l'information. Où tu puisses toutes ces références? Comment tu sais tout ça? Comment je sais tout ça? J'ai cherché la question. Où c'est-à-dire, tu es dans les livres? Comment tu non, c'est pas une question bête. Est-ce que c'est ancestral? Est-ce que ça a été transmis? C'est pas une question bête. Déjà,
parce que c'est mon approche un peu rationnelle. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, je suis de l'origine de l'Ouest au Cameroun, et c'était toujours particulier de rentrer pendant les vacances et d'entendre dire il faut absolument que tu verses l'huile rouge sur le crâne de ton ancêtre. Et moi, naïvement, me demandais mais quel est l'intérêt de verser l'huile rouge sur le crâne de son ancêtre, puisqu'il est déjà censé être mort. Et on te dit non, qui t'a dit qu'il était mort, les morts sont pas morts, enfin on t'explique qu'il est toujours présent et qu'il faut l'accompagner, il faut pouvoir le nourrir. Et donc ça, ce type de situation, soulevait des questionnements, moi, parce que je me dis, mais moi à l'école, en classe préparatoire, on m'apprend plutôt les équations, les matrices, et là on est en train de me dire... Le culte des crânes. Comment ? Le culte des crânes. Oui, bon, j'emploie pas l'expression culte des crânes, mais en tout cas, ça a soulevé des questions moi, parce que ça mettait en contradiction avec d'un côté la scolarité, filière scientifique, où tout est démontrable et tout a déjà été quasiment démontré, si on suit un peu l'arrogance avec laquelle la science est instruite, en tout cas dans mon parcours, tel que je le percevais. Et donc là, de se dire en quoi l'huile rouge va permettre d'aider une personne qui n'est plus dans un corps, en tout cas qui est morte et enterrée. Donc déjà, qu'est-ce qu'on nourrit exactement? Est-ce qu'il est possible qu'il existe une permanence du soi ou d'une personne en dehors du corps physique? Donc c'est des questions, c'est un cheminement en fait qui m'ont amené tout simplement à faire des recherches. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure c'est des recherches, aller en physique, savoir qu'est-ce que dit la physique d'un point de vue de l'humain, d'un point de vue du visible, parce qu'il y a cette problématique aussi de l'invisible, le fait qu'on dise est-ce qu'on est capable de voir l'invisible ou non, c'est une grande problématique dans l'initiation, c'est de conférer la capacité à voir dans cet invisible. Donc est-ce que cet invisible peut exister? Si oui, il existe, comment il s'opère? Comment est-ce qu'on accède à cet invisible-là? Et donc, en cherchant à répondre à ces questions, je me suis retrouvé à étudier la physique. Bon, j'en faisais déjà en classe, mais à aller un peu plus en profondeur par rapport à ce que je faisais en classe, pas au niveau d'un physicien, mais au moins juste déjà de comprendre ce qu'il existait d'un point de vue des publications scientifiques en physique, d'aller dans la génétique. Est-ce que toi, Pierre, tu as été initié à ça, à ces rites que moi j'appelle du vitalisme, hein, c'est pas du tout de l'animisme, c'est du vitalisme, je rectifie le mot, parce qu'il faut qu'on soit positif vers nos ancêtres. Est-ce que toi, tu as été initié là-dessus? Alors, la question est j'ai souri à la question parce que je la trouve mal à propos. Voilà. Que je dise oui ou que je dise non, la réponse logique serait de dire oui. Mais en fait, dans mon tome 2, j'explique que ce qu'on appelle l'initiation aujourd'hui, c'est déjà une initiation dévoyée, et qu'en fait, ce n'est pas le fait d'avoir été ou non initié qui amène ce questionnement. Il y a des réponses, il y a des choses que j'ai comprises sans avoir eu besoin de passer par certains cercles, etc. Parce que j'avais un certain questionnement, j'avais déjà fait un certain nombre de recherches. Et quand tu poses cette question de si j'ai été initié, en tout cas moi, pour mes lecteurs, ce que je veux qu'ils comprennent, c'est qu'il faut qu'on s'affranchisse de ce cadre initiatique et de ce bois sacré, et qu'on revienne plutôt à la définition déjà au moins par les témoignages qu'on en a dans les différentes expériences des rencontres des populations que les missionnaires ont pu écrire, parce qu'ils ont beaucoup écrit, énormément, ils ont beaucoup diabolisé, mais ils ont aussi quand même beaucoup écrit sur les usages, les us et les coutumes, donc qu'on puisse sortir de ce carcan qu'on appelle l'initiation et l'initié, parce qu'aujourd'hui ça ne nous aide pas d'un point de vue général par rapport à la communauté. Mais ça, c'est dans le tome 2 que j'en parle beaucoup plus, sauf si vous voulez que j'approfondisse là. Mais comme la question initiale, c'était comment j'ai fait pour savoir ça, c'est des recherches. Dans mon ouvrage, c'est beaucoup de références scientifiques. Une bonne partie de l'ouvrage, c'est beaucoup d'articles scientifiques. Et j'ai envie de rebondir sur ça, parce que c'est vrai qu'on comprend beaucoup, parce que ça vient aussi de ton parcours, de ta fibre. Tu es très scientifique, tu as passé un diplôme scientifique, donc on sent que c'est toi en fait, c'est au fond de toi cette façon
de segmenter les choses, de réfléchir cette façon de penser. Et je voulais dire, donc, tu as fait beaucoup de recherches, mais j'ai l'impression aussi que tu as beaucoup aussi puisé dans les ressources, en fait, de physique, voilà, scientifique, mais est-ce que c'est très occidental, c'est dans des recherches occidentales que tu as puisé, donc, quand tu parles de physique, ou c'est aussi dans la physique africaine, du Cameroun, parce que tu parles des ancêtres. Donc, pour moi, je pense que c'est l'Afrique. Non, en fait, je prends un exemple. Je prends un exemple. Quand je parlais de la musique, localement, on va nous dire localement, quand je vais dire localement, c'est là où je suis né. Là où je suis né, on va nous dire, voilà, la musique a un rôle essentiel dans la constitution d'une personne et dans la réalisation d'une cérémonie. Ça veut dire que lorsqu'on fait une cérémonie, il y a les individus qui comptent, mais il y a surtout aussi la musique qui est une part importante. Cette musique, elle est associée donc elle est un acteur de transformation. Donc, moi, je prends cet état de fait, c'est-à-dire, au lieu de me dire c'est de la superstition, c'est faux, etc., je me dis, tiens, est-ce que réellement la musique peut vraiment contribuer à une cérémonie, peut vraiment contribuer à une transe, peut contribuer à toutes ces modifications qu'on nous affirme, que certains en tout cas affirment comme étant des réalités. Donc maintenant, je prends un ouvrage, je vais à la FNAC, je cherche physique de la musique, tout simplement. Je cherche toutes les publications qui existent sur la musique, je les écume, je passe en revue, et là, on tombe sur des chercheurs qui ont déjà des résultats, des travaux qui te disent, qui sont capables de constater que, par exemple, je te donne un exemple que je développe un peu plus dans le livre, mais que les cellules du corps, en tout cas les protéines, à un certain niveau de leur développement, émettent de la musique. Elles émettent des fréquences. Cette fréquence, quand elle est traduite, les ingénieurs son savent comment on traduit les fréquences pour en produire un son. Cette musique, donc elle est audible. Et l'ingénieur en question, il appelle ça donc une protéodie. Donc c'est le son d'une protéine. C'est sa musique, sa signature musicale. Et elle est jouée à chaque fois que cette protéine est synthétisée. Donc, il a constaté quelque chose d'intéressant, c'est que quand on joue la musique d'une protéine, c'est-à-dire si peut-être vous avec votre téléphone vous jouez cette musique, ça va stimuler la synthèse de la protéine. Et donc elle a eu l'idée d'aller au Sénégal faire quelques expériences où, par exemple, pour élever les tomates, au lieu de les arroser d'eau, il faisait jouer plutôt la musique de la protéodie de la tomate, de croissance, excusez-moi. Il faisait jouer la musique de la protéodie de croissance. Donc la musique de la protéine qui contrôle la croissance. Et il s'est aperçu que, par exemple, les tomates, elles grossissaient beaucoup plus vite, mais elles étaient inconsistantes d'un point de vue de la cohérence biologique. Parce qu'en fait, la protéine avait pris la place de d'autres protéines qui étaient aussi essentielles au fonctionnement. Donc, il n'a pas pu produire de belles tomates, mais il a quand même montré qu'effectivement, il y a un lien entre le son, les mélodies qu'on écoute, et la résonance qu'il y a au sein d'un organisme biologique. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui, pour moi, était un exemple assez fort et une démonstration. Il s'est breveté, hein. C'est-à-dire c'est pas juste une théorie, c'est un brevet. C'est que de un, quand il a fait ses expériences au Sénégal, les populations lui ont répondu « Ah, mais ils sont assez curieux parce qu'effectivement, ils se souvenaient que leurs ancêtres, en tout cas leurs anciens, leurs parents, avaient l'habitude de jouer certaines mélodies uniquement quand ils se trouvaient dans un champ. Sauf que eux, ils ont oublié en fait ces mélodies-là, mais lui, voir le monsieur en train d'installer des sortes de haut-parleurs dans une plantation, enfin dans un champ de tomates, ça leur a rappelé cette nostalgie. Et donc, il en fait des témoignages. Et puis également, toujours localement, là où je suis né, on y a une confrérie qui, par exemple, lors de certains événements, va être capable de faire la démonstration de pousse de fruits rapide. Ça veut dire qu'on prend une graine d'un fruit, je sais pas, une pomme, vous prenez le pépin d'une pomme, disons une pomme à une taille réduite. Et puis, du fait des rites, de la cérémonie, donc leur exercice de pouvoir, leur démonstration, la pomme va croître à toute vitesse dans la main. Ça veut dire qu'en l'espace de 10 minutes, vous avez un fruit qui arrive à maturité. Et c'est ce type de démonstration qu'il y a. Donc, voilà à chaque fois comment le livre se construit. C'est-à-dire, d'un côté, le témoignage local, et de l'autre, les références et une démarche aussi de dire, parce qu'il y a un peu d'originalité, parce que j'essaie d'apporter une thèse, de dire, tiens, déjà, la primitivité n'est pas si primitive que ça, de un. Et donc, ça se construit sur nos revanches.
Et pour répondre précisément à la question, c'est beaucoup de références scientifiques européennes, et c'était volontaire de ma part. Non pas qu'il n'y a pas d'autres références, mais c'était volontaire de ma part, parce que il y avait un peu ce côté un peu revanche. Et surtout, il fallait que dans le débat un peu, parce que je sais comment ça s'est passé, on a quand même le témoignage de Diop et puis d'autres, c'est que dans le débat des preuves, malheureusement, nous autres Africains, j'en parle en tant que... Parce que moi-même, c'est comme ça que j'ai été élevé, et puis aussi les gens de ma génération, on comprend mieux le langage européen. Et donc, en fait, le but du livre, c'est quand même d'amener à la fin une personne qui peut être dans un schéma très occidental à se rendre compte qu'en fait, beaucoup d'éléments qui pensent être complètement nouveaux, qui pensent être des concepts du XXIe siècle, jamais développés, ont déjà été pensés, parfois structurés, et parfois implémentés sous les tropiques, par exemple. C'est fou que tu dises ça. Alors, c'est fou que tu dises ça, parce que je vais parler de tous. Parce que moi, je pensais que c'était les chrétiens et les musulmans qu'il y a au Cameroun, et puis là, je m'aperçois qu'en fin de compte, il y a autre chose. Donc, comment s'explique que le peuple soit aussi bas aujourd'hui? Mais on reviendra sur cette question-là tout à l'heure. Alors, moi, je voudrais d'abord merci Edgar Captué donc pour cette introduction que tu nous as apportée, notamment sur la définition donc du terme cybernétique, qui, comme tu l'as dit, il y a quand même au niveau de la formule ancêtre et cybernétique, il y a un oxymore comme le jour et la nuit, etc. Et là, il y a une chose qu'il est utile de poser, c'est la sauvegarde de l'information. C'est-à-dire qu'il y a un effet feedback, une sorte de rétroaction qui permet à cette information d'être transformée et surtout de laisser trace, une éventuelle trace qui, pour les personnes extérieures, serait à comparer avec le point d'origine pour voir sa transformation, son autonomisation. Excusez-moi, des fois je parle tellement vite, tellement qu'on me dit que je parle trop. Et lorsque tu traites dans ton ouvrage de ce point d'origine qu'est l'Égypte, il y a quand même quelque chose que tu mets en avant, c'est la constitution de la science qui est une science autonome qu'on appelle l'égyptologie. C'est-à-dire qu'il semblerait que c'est un domaine totalement autonome et tu démontres justement que cela ne peut pas être une discipline autonome. En ce sens que pour toi, elle est en perpétuelle reconnexion, donc justement avec son point d'origine, et que son point d'origine, quoi qu'on en dise, elle est ancrée donc sur un continent et par rapport donc à des rituels qui ont été vécus donc par des populations qui sont portées donc aujourd'hui par des peuples sur ce territoire qu'on appelle l'Afrique, et que au travers donc des entités tutélaires que tu définis comme des néthers, qu'on sait qu'aujourd'hui il n'y a pas un dieu, mais qu'il y avait effectivement des néthers. Ces entités tutélaires, justement, avaient vocation, justement, à instiller la population de leur réalité. Parce que c'était des êtres réels qui étaient proches des gens. Notamment, tu prends le cas, donc, de l'Osirion et tu mènes une sorte d'archéologie. Alors, si je prends l'ouvrage, donc, de Foucault, l'archéologie du savoir, tu tentes de donner une réalité, justement, à des connaissances constituées et non pas l'égyptologie qui serait une sorte d'idéologie qui extrait quelques faits pour le rendre totalement autonome et de ce fait-là une possibilité d'être utilisé par différentes cultures et notamment par l'absence pour les Africains de s'arrimer justement à cette science autonome. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu nous en dises, c'est pourquoi tu emploies le terme donc d'épigénétique, justement, par rapport à cette manière que tu as de reprendre les rênes de l'égyptologie en l'ancrant justement aux ancêtres. Alors, le sujet de l'épigénétique, je l'évoque beaucoup plus quand je parle de la transformation biologique induite par les rites initiatiques. C'est-à-dire que
je dis qu'au-delà des discours philosophiques ou des discours métaphysiques ou symboliques qu'on peut avoir, l'initiation a quand même une réalité et un point commun qui est souvent mis de côté, c'est qu'elle commence par une action sur le véhicule qui est le corps. Et que donc, cette action sur le corps ne peut pas être comprise si on n'aborde pas le corps sous l'angle de l'épigénétique. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait référence. C'est de dire qu'en fait, l'épigénétique, c'est la façon dont l'ADN et surtout son expression va être modifiée et modifier le fonctionnement d'un organisme. Donc, en fonction des habitudes, donc on a tous un bagage génétique au départ à la naissance, mais en fonction de nos habitudes, de nos gestes quotidiens, des lieux que nous fréquentons, etc., de toutes ces interactions, nous permettons à notre ADN de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et que donc cette expression va produire des résultats spécifiques en fonction des modalités d'interaction. Et que dans le cadre de l'initiation, justement, lorsqu'on fait ingérer, donc je prends l'exemple de l'iboga pour que les Gabonais vont bien connaître, ou je prends aussi l'exemple de l'ayahuasca en Amérique latine, mais on pourrait parler d'autres plantes, hein. Même en Égypte, il existe aussi des plantes. Donc, je prends l'exemple de ces plantes qu'on ingère et qui vont permettre... Alors, l'iboga, il y a eu pas... Excuse-moi de t'interrompre, j'en parlais justement avec des invités, et notamment des invités qui sont très au fait de certaines questions, donc au niveau de l'égyptologie, et ce que tu abordes concernant les plantes. Et moi, j'aurais une question donc à te poser là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'iboga, il y a une synthèse donc de l'ibogaïne qui a été menée et qui permet effectivement donc de pouvoir observer les effets donc et les transformations au niveau moléculaire. Je te laisse poursuivre. Merci. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'il y a une réflexion au niveau moléculaire, au niveau de la biochimie du corps qui a été faite par les laboratoires occidentaux. Et que nous, lorsqu'on parle de l'initiation des rites traditionnels, curieusement, on ne va pas aussi chercher ce que les Occidentaux ont pu comprendre de cette substance, puisqu'à un moment, ils l'ont commercialisée, ils l'ont consommée avant qu'elle soit interdite pour des raisons qui, finalement, ont été assez obscures, puisque le médicament, parce que c'était un médicament, même un produit dopant pour certains, mais produisait les effets qui étaient ceux décrits par les populations locales. Aux ethnobotanistes. Donc voilà pourquoi je parle d'épigénétique dans le livre, c'est pour mettre en évidence que l'initiation, c'est une transformation du véhicule. Ce qu'on appelait initiation, en tout cas, ça l'est beaucoup moins, ça l'est de moins en moins, mais que ce qu'on appelait initiation, c'était avant tout une transformation du véhicule. Et que il est nécessaire que si on souhaite réinvestir ce champ qu'on appelle le bois sacré, il est nécessaire qu'on y aille sous cet angle de la recherche biologique, de la recherche psychique, de la recherche physiologique, qu'on soit capable de comprendre comment les hormones au sein du corps fonctionnent, comment le cerveau lui-même génère la réalité, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est structuré, et que, en fait, en Europe, ce sont tous les sujets d'actualité depuis le 19e siècle à peu près. C'est-à-dire que nous avons des matériaux qui sont mis à disposition des chercheurs européens, qu'on peut très bien les utiliser comme béquille pour pouvoir se réapproprier nous-mêmes un savoir, puisqu'au final, c'est en observant les populations locales qu'ils ont identifié tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie pharmaceutique. Ça n'est essentiellement l'observation des populations locales situées à l'équateur, situées en Amazonie, et leur savoir au niveau des plantes qu'ils ont juste au niveau biologique synthétisé. Donc il y a toute cette réflexion derrière le mot épigénétique. Et puis pour la réflexion concernant l'Égypte, oui, le fait qu'on parle d'égyptologie, oui, pour moi, c'est une anomalie qu'on ait fait d'un État, d'un pays ou d'une région, parce qu'au final, on ne sait même pas exactement quelles sont les frontières de l'Égypte. Sur ces 3000 ans d'histoire, il n'y a pas une cartographie qui nous dit exactement quelle est l'Égypte. Oui. Edgar, excuse-moi de t'interrompre, mais qu'est-ce que toi, tu fais justement de cette absence de traces ? Parce que autant l'épigénétique, on peut parler donc d'une certaine façon de ces changements parce que on s'appuie sur des choses, on va dire factuelles.
qu'on peut observer avec toutes les sortes d'instruments. Mais dans le cas de l'égyptologie, il y a effectivement des interrogations. Il y a donc des trous, il y a des manières, comme je l'ai dit, donc d'extraire quelque chose pour pouvoir faire une sorte d'un discours aussi exhaustif que possible. On tire jusqu'à la substance moelle et au-delà de la substance moelle, lorsqu'il n'y a rien, on peut encore en dire quelque chose. Mais cette absence de trace, pour toi, cette trace-là, tu la nommes comme tu viens d'en faire la démonstration encore maintenant, et ça c'est intéressant, par justement des rites d'initiation. C'est-à-dire que il y a chez certains scientifiques, les occidentaux, après je vais parler de la phylogénétique, qui n'est pas l'épigénétique, mais de la phylogénétique, et notamment par rapport à Darwin, il y a quand même quelque chose d'assez formidable, et tu le démontres très bien, il y a une science qui est latente, qui existait sur ce continent, qui existe encore aujourd'hui, qui n'a pas été questionnée avec les bonnes lunettes. Ce qui fait que cette absence de traces, elle a toujours été là de manière, on va dire, latente. Elle n'est pas encore efficiente, mais il y a une lecture qui était faite par les utilisateurs. Ces populations-là qui arrivaient à dénombrer les effets de telle ou telle plante, qui arrivaient à comprendre ce que ça veut dire, ce que la voulait dire l'obscur, la connexion avec les étoiles. Et j'ai coutume de dire justement sur cette plateforme, comment ont-ils fait lorsqu'ils sont seuls dans l'univers pour regarder donc la voûte céleste et pour comprendre effectivement tout ce qu'elle a à dire et construire un langage cohérent. Et ce n'est pas un hasard que tu aies fait des études scientifiques. Bon, bref, cette absence de traces, est-ce que tu peux m'en dire justement, pour vous, pour toi, la constitution de l'égyptologie est à démontrer dans ces transformations de Champollion à Émile Amélino, avec justement l'absence de lecture de traces. Alors, comment est-ce qu'on peut interroger la cohérence de ces traces-là, justement, pour toi? Non, en fait, c'est pas tant qu'il y a une absence de traces, c'est que les traces qui c'est un problème de perspective. C'est-à-dire que celui qui ne connaît pas le totémisme ne peut pas reconnaître le totémisme quand il le voit. De la même manière que celui qui ne, je sais pas, imaginons, on prend une personne qui a vécu il y a 3000 ans en France, en Afrique subsaharienne, et vous le mettez d'un coup au milieu de Paris. La signalisation, il la comprend pas. Et il va la décrire à sa manière, en fonction de ce que lui va voir, il va laisser des archives, mais elles seront incohérentes par rapport à la vie réelle que connaissent les Parisiens. Et donc, pour l'égyptologie, c'est la même chose. C'est-à-dire que on a des populations, des chercheurs qui se sont investis dans l'étude d'une région sans en connaître les fondamentaux. Et donc, ils en ont tiré des conclusions et que ces conclusions constituent aujourd'hui ce qu'on appelle l'égyptologie. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de traces. C'est que ces traces, en fait, quand on les soumet plutôt au regard de ce qui se passe encore dans les quelques sociétés en Afrique où il y a une structure traditionnelle existante, on se rend compte qu'ils prennent une toute autre symbolique, ils obtiennent une toute autre définition. C'est plutôt ça que j'essaie de faire. C'est de montrer comment, en fait, ce qui peut paraître comme étant des anomalies d'un point de vue de l'égyptologie, en tout cas des angles morts ou des conclusions hâtives, et d'un point de vue traditionnel, on a les réponses. On a ces réponses. Et de la même manière que l'égyptologie permet de comprendre les sociétés traditionnelles, de la même manière, les sociétés traditionnelles doivent nous permettre de redéfinir ce qu'on appelle l'égyptologie, parce qu'elle est d'abord une science qui a été conçue par des personnes qui n'avaient pas connaissance des réalités subsahariennes. C'est ça le plus mon propos et le travail du livre. Et quand je prends l'exemple du totémisme, il y a une vraie confusion parce que chez les Dogons, chez d'autres populations, à l'ouest de Bamileke, on définit le totémisme, on définit ce que c'est, on définit des propriétés. Je donne un exemple pour illustrer. Par exemple, dans la mythologie d'Héliopolis, à un moment, on nous dit Asset a réussi à piéger Ra parce qu'elle voulait avoir son nom secret. Et une fois qu'elle a obtenu son nom secret, Ra s'est retrouvé en difficulté et il a fallu que Ra cède aux demandes d'Asset pour qu'elle fasse le nécessaire pour le soigner. Cette question du nom sacré, un Européen, aujourd'hui, ne peut pas comprendre ce que ça signifie. Mais quand maintenant vous retournez dans certains rites traditionnels, vous constatez
Et c'est décrit par les anthropologues. Et, enfin, c'est des choses qui, vraiment, pour moi, les traces abondent, en fait. C'est plutôt l'angle de lecture qui pose problème. Bah, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, le jeune garçon, la première chose qu'on lui apprend, c'est de cacher son nom. C'est-à-dire qu'en fait, la personne n'est plus jamais appelée par son nom de naissance. Il y a peut-être sa maman, son père, et puis quelques membres de la famille qui étaient présents à la naissance, qui l'ont vu grandir, qui peuvent connaître son nom. Mais lorsqu'il va voyager et qu'il va rencontrer d'autres populations, il se présentera plus sous son nom. De telle sorte que lorsque l'anthropologue lui demande son nom, il se rend compte que, en fonction du lieu où se trouve cette personne, il n'est pas appelé de la même manière. Donc à un moment, il lui dit, mais tu m'as dit ton nom, c'était ça. D'un point de vue européen, on a un prénom et un nom de famille. Il reste figé. D'un point de vue subsaharien, le nom, c'est une clé vers une personne. Et que donc, il était nécessaire de cacher cette clé. Quand on a cette connaissance subsaharienne, le mythe d'Héliopolis, il devient beaucoup plus cohérent et beaucoup plus compréhensible. C'est-à-dire que Ra n'est pas le prénom de l'entité qu'on appelle Ra, il possède un autre nom. Il a masqué son nom parce que, comme toute personne, il n'a pas envie qu'on vienne utiliser son nom pour le nuire, parce qu'il y a cette question aussi en Afrique, pour le nuire. Et que Aset a réussi à trouver ce nom, et qu'à partir de son nom, ce qu'on explique, c'est que Aset est capable quelque part de soumettre au Ra. Et il se passe la même chose avec l'initié, c'est qu'il n'était pas censé en tout cas divulguer son nom n'importe comment à n'importe qui. Et que parfois il fallait de longues années pour les anthropologues de vécu auprès des populations pour découvrir un jour qu'en fait le roi qui portait un titre va se rendre compte qu'en fait il possédait un nom complètement différent de celui qu'il pouvait avoir. Mais ça, c'est un exemple. C'est très, très puissant. Excuse-moi, juste le nom caché, on trouve ça parce que moi, je suis des îles, on va dire. Je suis ultramarin de la Guadeloupe. Mais il y a aussi cette pratique, c'est assez curieux, ce que tu nous dis là, par rapport au nom caché. Donc, on peut contextualiser donc un certain savoir. C'est assez intéressant. Voilà. On va peut-être laisser aussi Daniel et Aton parler aussi, interagir avec notre invité. Ensuite, on va parler aussi d'autres actualités. Si vous avez des questions, peut-être vous voulez rebondir sur ce que dit. Moi, j'en avais une rapide. C'est vrai que je voulais revenir sur la couverture et sur le livre. On parle de la naissance de novembre 1884, le début de la conférence de Berlin, 14 États répondant à la présence à l'ordre du jour. Donc on parle de très très loin, de très très loin, c'est récent. Et ensuite on parle aussi de la modernité de la folie civilisatrice occidentale, on va dire, parce que vraiment faut être fou pour faire ça. Les luttes de modernité contre les primitifs, comme ils les appellent eux. Moi j'appelle ça du vitalisme. Et ça a commencé pour moi depuis 1450, après Nicolas V, avec la bulle papale. Mais pour être rapide, est-ce que ce livre-là, Les ancêtres cybernétiques, parce que je veux toujours revenir dessus, sur cette œuvre, elle résume un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les traditions, la modernité, l'histoire, et quel est le personnage principal. Enfin, moi, ce que j'aurais voulu, c'est revenir encore sur l'ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui doit être super intéressant à présenter pour nos auditeurs. Et voilà, c'est de revenir dessus et revenir vraiment sur le fondement de l'ouvrage. Le fondement de l'ouvrage, en fait, parce que ça fait plusieurs fois que tu fais mention de la date de la conférence de Berlin. En fait, ce n'est pas un début, mais c'est la fin. C'est la fin. C'est-à-dire qu'à la conférence de Berlin, c'est ça que je le dis aussi dans mon introduction, c'est que ce que j'appelle les piliers de résilience, c'est-à-dire que une structure, c'est un système. Un système peut encaisser des chocs jusqu'à un certain niveau et avant de craquer. Et une société, ça reste un système de gestion des humains, des ressources, de la biodiversité. Et qu'à un moment, la conférence de Berlin, elle sonne la fin d'un monde. C'est-à-dire c'est l'aboutissement d'une guerre qui se termine au moment de la conférence de Berlin et qu'aujourd'hui, nous vivons juste comment on pourrait appeler ça, la décomposition du cadavre. Et donc c'est pour ça que dans notre état où on est aujourd'hui, nous, en tant que mélanodermes, sur la planète.
Oui, c'est-à-dire, c'est même l'humain de manière générale. Hein. En fait, le fondement du livre, c'est de dire il existe d'autres pans de réalité. Il existe d'autres pans de réalité. Il n'y a pas que ce que les yeux sont capables de voir, il n'y a pas que ce que les oreilles sont capables de voir pour les individus, on va dire la grande majorité des gens qui peuplent cette planète. Il existe d'autres réalités et que ces anciens avaient trouvé le moyen, par leur abnégation, leur recherche, leur courage, à accéder à ces pans de réalité. Et que ce que nous appelons aujourd'hui initiation, c'était simplement la technique de transformation du corps. C'est un long processus qui commençait avant la naissance jusqu'à cheminer à l'entrée dans une confrérie, visait à conférer à cette personne la capacité de comprendre cet invisible et surtout de s'y déployer. Parce que c'est pas tout de voir l'invisible, il faut encore savoir que tout le monde dans l'invisible n'est pas bienveillant. Et il faut réussir à pouvoir esquiver les non-bienveillants, ou en tout cas esquiver ceux avec qui on n'a pas envie de fonctionner. Et que donc les sociétés étaient articulées sur cette logique-là. Et que cette logique-là, elle était essentielle parce qu'une partie de ce qui constituait un humain se trouve également dans l'invisible. Et que la réflexion sur le nom secret, par exemple, elle est liée au fait que quand on connaît le nom secret d'une personne, d'un point de vue du rituel, on peut accéder directement à ce qu'on pourrait appeler une essence de la personne, c'est-à-dire un peu le cœur, mais du psychisme d'une personne. J'ai pas un terme que je pourrais au-dessus. Oui, disons le cœur vraiment du psychisme d'une personne. Ce qui fait qu'il existe deux façons de mourir. Il y a la partie du corps, il y a la mort physique, c'est celle que l'Occident connaît, parce qu'elle a refusé, elle a éteint cette réflexion sur la partie invisible. Et il y a la mort que l'initiation connaît, qui est celle de la mort psychique. C'est-à-dire qu'indépendamment des facultés, indépendamment des aptitudes biologiques, on peut tuer quelqu'un si on attaque ce cœur psychique. Donc, il y a vraiment cette réflexion de l'invisible et dans le livre, et c'est autour de ça que en fait est centré mon travail. C'est de rappeler qu'on peut accéder à cet invisible et de dire qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui à notre portée dans la recherche, j'écris longuement sur la transe, au niveau des transformations biologiques qui se passent dans le cerveau, la plasticité cérébrale et la façon dont les psychologues et les médecins européens réagissent à la transe, le fait qu'ils ont créé des instituts de recherche pour mieux comprendre, parce qu'ils ont déjà accepté cette réalité, même s'ils ne la comprennent pas d'un point de vue de la finalité, ni du monde qui est décrit, ils reconnaissent quand même qu'il se passe une expérience qui est réelle pour la personne en transe. C'est ça le chemin du livre, et ça c'est le premier tome, uniquement parce qu'en fait, si on ne comprend pas qu'il y a cet enjeu de l'invisible, on ne peut pas comprendre comment, justement, atteindre, tu l'as dit tout à l'heure, en quelque sorte, comment ces populations sont retrouvées écrasées aussi rapidement et parfois aussi facilement. Et ça, c'est plutôt dans le deuxième et dans le troisième tome que j'en parle plus précisément, parce qu'en fait, cette partie, ce que j'appelle le premier tome, c'est un découpage, comme je disais, d'introduction, en fait. Alors. Oui, oui. Donc, oui, par rapport à ce que vous voulez dire, il semble que, enfin, à mon avis, il y a comme un balancement entre la tradition et la science chez vous. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites que l'initiation telle qu'elle est, elle est administrée, on va dire, au sujet qui désire emprunter cette voie. Vous dites qu'elle n'est pas, comme elle est traditionnelle, elle n'est pas complète, du fait que il n'y a pas cet apport de la science positive, on va dire, descriptive, et en même temps, j'arrive pas à vous situer. C'est-à-dire, en même temps, vous dites que vous venez de le dire, l'accent sur justement cette part d'invisible. Et vous parlez aussi des scientifiques qui sont allés en Afrique et qui ont constaté des choses, mais en même temps,
vous savez bien que les gens qui constatent des choses, mais qui ne comprennent pas, donc comprennent mal ce qu'ils voient. Donc, j'essaie de situer à peu près ce que vous voulez exactement dire. Et en parlant d'épigénétique, on sait bien que la cellule, mais la cellule, c'est la protéine ou tout ça, c'est constitutif d'un ensemble de la dualité de l'être du point de vue psychique et physique. Donc, essayer je sais pas, pour moi, ça reste un peu brouillon, quoi. J'arrive. Vous balancez entre les deux, deux pôles. En fait, il n'y a pas deux pôles. Il y a deux pôles parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité de comprendre comment ces rites ont été mis en place. Et là, le problème, il n'existe pas de deux pôles. Et ce que j'essaie de dire, en fait, c'est qu'il y a une démarche rationnelle qui permet de mettre au point un rite, une structure initiatique. C'est-à-dire que lorsqu'on définit qu'il faut, par exemple, mettre 3 cauris plus du sang de vache, c'est-à-dire cette composition d'éléments qui va constituer le rite, puis ensuite baigner le récipiendaire de sang, le faire vivre une expérience dans une case pendant 3 jours, c'est une codification, c'est un rituel, c'est de la programmation au sens informatique. Et que cette programmation, aujourd'hui, nous ne savons plus comment elle a été opérée à sa base. Et on le constate même traditionnellement, il n'y a plus de renouvellement traditionnel d'un point de vue continental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une société africaine qui a produit une nouvelle structure initiatique qui répond aux défis. On devrait le faire, ça ? On devrait faire ça ? On devrait le faire en Afrique ? Ah bah c'est fondamental. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Donc le point, c'est justement la conclusion de mon livre, c'est de montrer qu'il n'y a pas de séparation, de dualité. C'est simplement que nous avons perdu une certaine capacité de lire certaines choses. Nous avons perdu la démarche rationnelle dans la lecture de nos rites et des usages qu'on appelle la culture. Et que quand je prends la référence des scientifiques et des laboratoires, c'est de montrer que quand on fait cet effort de démarche rationnelle, qu'on soumet les rites à la rationalité, on se rend compte qu'en fait, les éléments, au fur et à mesure, deviennent parfaitement cohérents. Et donc, c'est ça le cœur du travail. Mais non, il n'y a pas... pour moi, j'appelle ça un sentiment d'être entre deux mondes, tradition et science, mais c'est en fait juste parce que justement, quand on dit que la tradition c'est de la science, en fait, on ne comprend pas nous-mêmes ce qu'on est en train de dire à ce moment-là. À partir si on dit que tradition est science, alors cette science, elle se situe partout. Le nombre et sa manifestation, il revient donc partout, et qu'une démonstration scientifique reste une démonstration scientifique. Et enfin, le point sur... Alors, c'est extrêmement intéressant la réponse que tu viens d'apporter parce que tu as nous expliqué là que aussi loin que l'on remonte, les ancêtres avaient une connaissance rationnelle du suprasensible. C'est ça. Ça veut dire que le suprasensible se décode. Il y a un code pour approcher et comprendre le suprasensible. Aujourd'hui, c'est partitionné en deux choses, en deux espaces, et que cette partition, alors on pourrait l'attribuer à une méconnaissance et du fait qu'on a été justement acculturé donc à cette méconnaissance occidentale. On va dire que c'est un peu ça. On est héritier de la lecture qu'on a fait Hérodote après donc de cette civilisation antique africaine. Et le continent n'est pas que l'Égypte, je le répète. Et justement, il y a quand même des parentés qui expliquent donc par rapport à ce que tu viens de dire que cette approche-là, si autrefois ils arrivaient à créer une discipline qu'on appelle les mathématiques, ils n'auraient pas pu créer les mathématiques s'ils n'avaient pas un codage justement des arrière-mondes. C'est ce que tu es en train d'énoncer, c'est-à-dire que ce qui n'est pas vu est aujourd'hui évident parce qu'on a des instruments, on a une écriture mathématique, des formules qui sont issues justement de ces pratiques, qui n'étaient pas fondées sur cette séparation,
qui permettait effectivement d'avoir une manière un peu holistique donc du monde. C'est fantastique ce que tu... Alors, est-ce que c'est aussi abouti? Alors, je parlais de la phylogénétique. Alors, je dirais donc tout à l'heure les précautions que l'on doit prendre par rapport aux recherches qui sont les tiennes. Parce qu'à un moment donné, on peut faire une hiérarchie. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Alors, oui. On peut dire que la lecture aujourd'hui n'est pas aussi aboutie et qu'on ne peut rien en faire, même si toi, tu le démontres que c'est possible. Et que si tu dis qu'il y a une filiation avec les gitans sikhs, que eux, ils avaient les mêmes pratiques, la même connaissance, que rien n'était séparé, il n'y avait pas de dualité, et qu'on a abouti justement au socle civilisationnel qui ont été repris par les Occidentaux, et que les rémanences que tu sembles dire aujourd'hui existent, qu'est-ce qu'on peut en dire si on ne va pas aboutir à une lecture un peu à la manière des anthropologues, des ethnologues, etc. Griot, bon, était un formidable, il a donné une belle lecture, mais il n'aurait pas pu l'avoir s'il n'y avait pas eu une transmission qui lui en était faite. Oui, non, il n'y a pas de hiérarchie à constituer, et j'essaie, moi, en fait, mon souhait vraiment, c'est pas d'aller dans une hiérarchie à constituer entre les populations et les sociétés, ou de mesurer les civilisations. C'est pas vraiment ça. Je cherche d'abord à mettre en évidence le fait qu'il y avait cette démarche rationnelle. Que quand on dit mathématiques, physique, biologie, nous sommes quelque part en train de réinventer la roue, et que les populations d'Afrique subsaharienne, entre autres, mais c'est pas que d'Afrique subsaharienne, avaient déjà un certain bagage, et que ce bagage, je pourrais très bien être qualifié de scientifique. Et que le problème, c'est que la façon dont nous regardons ce bagage ne nous permet pas de nous rendre compte de cette approche, de cette démarche rationnelle au sein des rites. C'est ça d'abord, qu'un rite, c'est une codification précise, et que celui qui le met en place a déjà une idée du résultat qu'il souhaite obtenir. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que quand vous prenez une population et vous dites on l'a initié, on devient les hommes panthères, et que tous vous disent je possède un totem panthère, bah, il faut bien constater que celui qui a mis en place le rite, il n'a pas fait ça par coup de chance. Il a mis en place une démarche rationnelle qui lui a permis de savoir qu'en faisant cette combinaison de mouvements, de gestes, vous obtiendrez ce résultat-là. C'est une forme d'industrialisation, quelque part, si on reprend un terme à la mode en Occident, et que c'est cette approche rationnelle qu'il faut qu'on récupère et qu'on retrouve dans notre regard sur les sociétés traditionnelles. Il faut, lorsqu'on voit un Sénoufo danser, se poser la question de est-ce que non pas simplement de voir l'habit qu'il porte, mais est-ce que la trajectoire, c'est-à-dire que si on faisait une vue aérienne et qu'on observait ces déplacements d'une vue aérienne, la trajectoire qu'il réalise dans son déplacement circulaire ne correspond pas en langage mathématique à quelque chose, à une autre réalité. Je donne un exemple dans l'ouvrage, il y a les fractales par exemple. Les fractales, c'est quelque chose qui en Afrique est largement répandu. Chaque région d'Afrique a sa manière de jouer avec les fractales à tous les niveaux, que ce soit dans l'habitation, que ce soit dans la constitution de la société, que ce soit dans les tresses, à tous les niveaux vraiment on les retrouve. Les Européens n'ont pas pu voir cette réalité avant 1970 parce qu'il a fallu qu'un mathématicien conceptualise les fractales d'un point de vue mathématique. Et une fois que ça a été conceptualisé d'un point de vue mathématique, certains mathématiciens se sont trompés en Afrique. Et d'un coup, ils se sont dit, mais attends, c'est pas des fractales que je suis en train de voir, c'est pas des fractales que je vois à gauche, à droite. Et ils se sont interpellés, mais comment ça se fait qu'il y ait des fractales partout? Alors, au début, comme les motifs étaient liés à des choses simples comme les tresses, on se dit, bon, de façon empirique, on y arrive assez facilement. Puis ensuite, ils se rendent compte que c'est l'organisation de tout un village qui est basée sur les fractales. Donc, ils posent la question aux populations, mais pourquoi vous faites votre village sous la base des fractales? Il y a une intention derrière. D'un point de vue esthétique, comment vous pouvez faire pour réaliser ça? Et ça signifie que ces personnes, quand ils construisent le village en fractal, ils ont déjà une projection d'une idée dans la tête. Ils ont déjà une démarche qu'ils essaient de respecter et de suivre. En tout cas, ils ont un pattern ou un plan qu'ils essaient de suivre et se disent... Et donc, le mathématicien, lui, se dit, quel est ce plan? Pourquoi? Parce que lui, en tant que mathématicien, il sait qu'il y a une intention derrière le geste. Et donc, quand il parle au subsaharien, il lui parle en lui demandant quelle est l'intention que tu avais derrière ce geste. Et là, le subsaharien lui dit, bon, écoute, on ne peut pas te dire ça tout de suite. Initie-toi d'abord
et on pourra commencer à parler de certaines choses. Sauf que pour le subsaharien, quand il lui parle, il ne voit pas le savoir mathématique qu'il est en train de lui transférer. Ce qui fait que ce même mathématicien, une fois qu'il a été initié, puisqu'il avait l'œil mathématicien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré aux États-Unis, il a créé un programme informatique basé sur ce qu'il a vu dans son initiation. Et quand il vous parle de certains jeux de société en décrivant des processus de chaos déterministe, de gestion de probabilité super sophistiquée, c'est en tant que mathématicien qu'il le dit. Et donc lui, il a su le voir parce qu'il a regardé avec l'œil de mathématicien. Et donc la question que doit soulever l'ouvrage, c'est nos mathématiciens, nos biochimistes, nos généticiens, nos neuroscientifiques, comment regardent-ils leur rythme? Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de nous montrer qu'ils sont capables d'interpréter ces rythmes et d'en puiser à nouveau, parce que c'est une source d'inspiration pour beaucoup, de nouveaux modes opératoires de fonctionnement de la société. Ça, c'est vraiment le message au cœur de l'ouvrage à Tiepsou. C'est vraiment pas de créer des inégalités ou des hiérarchies, parce que dans le tome 2, j'essaierai d'expliquer qu'il y a une réalité subsaharienne dont on a du mal à parler, qui est la sorcellerie. C'est-à-dire que même ceux qui vont se dire très traditionnels abordent que très timidement ce sujet, en tout cas à l'époque où j'étais encore énormément sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui est très peu évoqué. Pourtant, elle est au cœur des fondements des sociétés traditionnelles. C'est-à-dire que la plupart des sociétés traditionnelles, les usages qui sont mis en place sont mis dans le but de protéger la vie de l'individu. Les Européens appellent ça l'excès de superstition. Mais d'un point de vue traditionnel, il y a vraiment cette réalité de sorcellerie. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un acquis mathématique qu'on est forcément une société qu'il faut imiter. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut distinguer. L'intégrité et la dignité ne sont pas liées. Enfin, l'intégrité, la dignité, l'exemple, le courage ne sont pas liés au fait qu'on ait compris quelque chose d'un point de vue mathématique. Donc, c'est pas parce que l'Égypte a pu construire des pyramides telles qu'on les voit aujourd'hui et qui fascinent le monde, que ça signifie qu'en tout temps dans son histoire de l'Égypte, tout était bon à prendre. Et ça, c'est le travail que j'essaie de mener dans le tome 2. Donc, il n'y a pas de hiérarchie possible à la fin de mon travail à Tiepsou. Donc, ça voudrait dire que les traditionalistes devraient s'adonner aux mathématiques et à la physique. Alors, Edgar, je laisse répondre. On va bientôt conclure aussi le podcast parce qu'on arrive bientôt à 1 heure. Donc, je laisse terminer. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que il faut qu'il fasse cet effort. Il faut qu'il le fasse parce que c'est comme ça que leurs anciens avaient travaillé et que on est dans comme je disais tout à l'heure, on est dans la décomposition d'un cadavre et que si on n'arrive pas à y extraire les éléments encore vivants ou en tout cas encore fonctionnels pour penser la société de demain, on va perdre de nos imaginaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va être des duplicata des sociétés européennes. C'est-à-dire que même si l'Europe ou même si l'Occident disparaît, au final, elle aura quand même réussi sa mission première, qui aurait été de transformer le globe selon son rapport au vivant. Voilà. Alors, c'est bien dommage parce qu'on a encore beaucoup de choses. Moi, j'ai pas eu l'occasion donc de poser des questions. Donc ça sera pour une prochaine. On aura l'occasion de réinviter notre auteur. Et je voulais te demander, donc, Edgar, on a bien compris que tes futurs projets, donc, ça sera essentiellement sur les 2 prochains volumes, si j'ai bien compris. Ou peut-être encore d'autres projets à parler. Oui, d'autres projets, parce qu'avec de plus en plus de questions des personnes qui sont très curieuses, surtout de cet invisible sur lequel je parle beaucoup dans la fin, presque un tiers de mon ouvrage est consacré en fait à l'invisible, l'accès à l'invisible et repenser l'invisible. Je ne dis pas que ma thèse c'est une thèse, je ne sais pas que c'est la vérité ou pas la vérité. J'essaie de rationaliser pour inspirer ceux qui peuvent trouver de la pertinence là-dedans, à également eux, dans leur discipline, se poser ces questions. Donc, j'ai quand même beaucoup de retours sur, quand on parle de sorcellerie, ça intrigue. Ça intrigue et on me demande, oui, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par sorcellerie, comment on se protège de la sorcellerie, et je vois que
je suis en train de constater que c'est peut-être un sujet qui donnera lieu de mon côté à peut-être un travail, c'est de présenter ce que j'ai pu voir, compris de cet univers. Super. Alors, je disais qu'on allait parler d'actualité qui se passe dans le monde, mais je pense que ça risque d'être un peu long. Peut-être on fera ça sur le prochain podcast. Donc, restez bien connectés. On parlera bien sûr de ce qui se passe à Haïti. Ça, c'est très important. Il y a aussi le Congo. Il y a pas mal de choses là qui se passent actuellement. Donc, il faudrait qu'on le traite. Donc, restez bien connectés sur Goûter Panafricain. En tout cas, merci beaucoup à toi, Edgar. On appelle vraiment tous nos abonnés à se procurer ton livre, Les ancêtres cybernétiques, qui se trouve à la librairie Taméris, si je ne me trompe pas. On peut se procurer sur Internet, mais également peut-être ailleurs, si tu veux peut-être nous en parler, comment on peut se procurer ton ouvrage. Oui, sur la boutique Africa Vivre, vous tapez Les ancêtres cybernétiques sur Google et normalement vous avez aussi bien le lien Taméris, le lien vers Africa Vivre. Sinon, vous avez un lien direct à partir de mon blog avec une adresse mail pour ceux qui veulent me poser des questions. Donc mon blog c'est Chronique. Mon blog Chronique, donc c'est Chronique, comme les chroniques, hein, c'est CHRONIQUES BAKA.com. Et donc c'est mon blog, il y a un onglet ouvrage et en cliquant là-bas, vous trouvez toutes les informations pour vous procurer l'ouvrage. Super, merci à toi. On peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi, ou tu as dit que tu t'étais coupé un peu des réseaux sociaux? Non, j'ai arrêté. T'as arrêté totalement, donc t'es pas sur Instagram, t'es pas sur... Non, malheureusement, j'ai les cyberlimites. Je comprends aussi, hein, des fois, il faut savoir prendre un peu de recul sur tout ça, parce que des fois, ça monte très vite à la tête. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à toi. Merci à vous, les invités. C'est moi qui vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop bavard, parce que c'est vrai, j'ai tellement de questions donc, à poser donc, à Edgar Captu, en espérant de te revoir sur notre plateforme. T'es pas bavard, t'es très généreuse en fait. Attendons. En tout cas, Aton, on a l'occasion de se voir, donc oui. Tu peux faire qu'on fasse un live. D'accord, ok. Ouais, en tout cas, je pense que la prochaine fois, ça serait bien qu'on fasse un live avec aussi les abonnés, comme ça vous pourrez interagir avec notre invité. Ça aussi, c'est dans les projets, ça arrive très bientôt. En tout cas, merci à toutes et tous. Merci d'avoir écouté le podcast. Pensez bien sûr à vous abonner, à liker le podcast, à laisser vos commentaires, à vous procurer le livre de Edgar. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain contenu sur Goûter Panafricain. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci. Salut.